Le parking s'étendait vide sous le soleil de l'après-midi, la chaleur miroitant sur l'asphalte tandis que Curtis chargeait méthodiquement ses courses dans son pick-up, 5 ans depuis l'anglais, 5 ans depuis qu'il avait quitté le travail de terrain, et certains jours, le silence lui semblait encore anormal, il avait choisi cette petite ville de Virginie précisément pour son éloignement de tout ce qui comptait. Aucune importance stratégique, aucune valeur opérationnelle, juste un endroit où un homme pouvait disparaître dans une vie ordinaire. La boîte de céréales lui glissa des mains quand de petits doigts se refermèrent autour de son poignet. « S'il vous plaît !» La voix l'atteignit à peine, ténue et désespérée. « S'il vous plaît, ces hommes ont fait du mal à ma maman. » Curtis baissa les yeux sur la fille, peut-être 8 ans, des larmes coulant sur son visage maculé de saleté. Ses cheveux blonds, emmêlés et sauvages, son t-shirt rose était déchiré au col. Son entraînement se déclencha immédiatement. Évaluer, analyser, agir. Ou il garda une voix calme, assurée. Elle pointa d'une main tremblante vers le coin éloigné du parking. Un van noir tournait au ralenti là-bas, les vitres teintées sombres, un nuage d'échappement s'enroulant dans l'air immobile, pas de plaque à l'avant. Un modèle coûteux, trop coûteux pour ce quartier. Curtis l'entendit alors, des cris étouffés venant de l'intérieur du véhicule, une voix de femme. Rauque de terreur, « Reste derrière moi !» dit-il à la fille, en se mettant déjà en mouvement. Son téléphone était dans sa main, la mémoire musculaire composant le 911, tandis qu'il traversait le parking. 6 mètres du van, 4,5. 911. Quelle est votre urgence ? J'ai besoin de la police au Savomar sur Chester Road. Enlèvement en cours. Vent noir, pas de plaque visible. La standardiste l'interrompit par un son qui lui glaça le sang, un rire. « Monsieur !» C'est le véhicule du maire Ford. La voix de la femme dégoulinait de condescendance. Il donne probablement une balade à quelqu'un. Arrêtez de nous faire perdre notre temps avec des appels bidons. La ligne se coupa, le moteur du van vrombit. Curtis avait passé 12 ans sur le terrain. Il avait dirigé des opérations dans des endroits que la plupart des gens ne pouvaient pas trouver sur une carte. Pris des décisions qui hantèrent son sommeil. Vécu selon un code qui disait « Tu accomplis la mission, quel qu'en soit le coût ». Mais il avait aussi quitté cette vie parce qu'elle lui avait pris quelque chose, l'avait transformé en quelqu'un qu'il reconnaissait à peine dans le miroir, debout là, regardant le van commencer à s'éloigner tandis que la petite fille sanglotait derrière lui. Curtis réalisa que le code avait une règle de plus qu'il avait oubliée. Certaines choses, on ne les abandonne pas. Il se planta directement sur la trajectoire du van. Le véhicule s'arrêta, les freins hurlant. À travers le pare-brise, Curtis pouvait voir le conducteur, un homme au cou épais avec des yeux froids. Leurs regards se verrouillèrent pendant 3 secondes. Le conducteur tendit la main vers quelque chose sur le tableau de bord. Curtis sortit son téléphone satellite, le seul équipement qu'il avait gardé de son ancienne vie. Il se disait que c'était juste de la nostalgie, un souvenir de son passé. Maintenant, il composa le numéro crypté qu'il avait juré de ne plus jamais utiliser, 2 sonneries, puis authentification requise. Blackwood 77 Delta Noida. Son indicatif opérationnel, mort sur papier depuis 5 ans. J'ai besoin d'un renfort immédiat et d'une équipe tactique complète. Chester Road, Savomar. Situation d'otage civil impliquant corruption au sein du gouvernement local. Le silence s'étira sur 2 battements de cœur. Puis, Blackwood. Ici le directeur Woodruff. Maintenez la position. Les oiseaux arrivent dans 12 minutes. La porte du conducteur s'ouvrit. L'homme au cou épais sortit. Et Curtis reconnut le badge accroché à sa ceinture. Police. Bien sûr, la corruption allait plus loin qu'une simple standardiste. « Bougez !» dit l'homme, sa main droite planant près de sa hanche. « Vous interférez avec une affaire officielle. » Curtis ne bougea pas. Derrière lui, la petite fille avait arrêté de pleurer, figée dans ce silence terrible que les enfants adoptent quand ils sont trop terrifiés. Même pour les larmes, de l'intérieur du van, les cris s'étaient arrêtés aussi. Cela l'inquiétait plus que si le bruit avait continué. « Montrez-moi un mandat !» dit Curtis. « Montrez-moi une raison, montrez-moi quoi que ce soit qui rende ça légal. » Le visage de l'homme se tordit. « Vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez ce que le maire Ford vous fera. Je sais exactement quel genre d'homme s'en prend aux vulnérables et se cache derrière un badge. » Curtis transféra son poids, équilibré sur la plante des pieds. Le téléphone satellite restait visible dans sa main gauche. Je sais quel genre d'homme pense que le pouvoir le rend intouchable. La main de l'homme se dirigea vers son arme. Curtis suivit le mouvement. Chaque nerf vibrant de l'ancien entraînement, de l'ancienne vigilance, 5 ans dans une ville tranquille n'avaient pas émoussé cette lame. Elle avait juste attendu. La porte passager s'ouvrit, un second homme émergea, plus grand, mieux habillé,
Même à 4,5 mètres, Curtis pouvait voir le costume sur mesure, la montre coûteuse. Celui-ci avait l'air de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non, qui n'avait jamais affronté de vraies conséquences. « Je suis le chef de police Van Cully », dit l'homme plus grand, sa voix douce et exercée, « et je vous dis, Seville, que vous devez vous écarter. Nous menons une opération ici. » « Une opération ?» Curtis garda les yeux sur les deux hommes, calculant les angles, les distances, les temps de réponse. C'est pour ça que la petite fille s'est enfuie terrifiée. C'est pour ça que j'ai entendu une femme hurler dans votre van. Le sourire de Van Cully ne vacilla pas, mais quelque chose de froid scintilla dans ses yeux. Je ne sais pas ce que vous croyez avoir vu. J'en ai vu assez. Curtis entendit des sirènes au loin, mais elles étaient encore distantes. 12 minutes, dit-il doucement. Plus pour lui-même que pour eux. Qu'est-ce que c'était ? L'homme au cou épais fit un pas en avant. Curtis haussa légèrement la voix. J'ai dit que l'équipe tactique sera ici dans 11 minutes maintenant. Juridiction fédérale. Vous voulez ajouter agression sur un témoin fédéral à tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Cela les fit hésiter. Le sourire de Van Cully s'effaça. Vous bluffez. Vous n'êtes qu'un inconnu qui essaie de jouer les héros. Peut-être, Curtis haussa les épaules, ou peut-être suis-je exactement qui je dis être. Vous voulez parier votre carrière là-dessus ? Votre liberté, votre vie. Les hommes échangèrent un regard. Curtis pouvait voir le calcul se faire, peser le risque, évaluer la menace, décider si cet obstacle valait l'exposition. Il avait fait des calculs similaires 1000 fois dans son ancienne vie. Mais toujours de l'autre côté, la porte arrière du van s'ouvrit violemment. Une femme en trébucha, cheveux blonds collés par le sang, œil gauche gonflé et fermé. Elle portait un uniforme de serveuse, déchiré et sale. Au moment où elle vit la petite fille, son visage se transforma, la terreur se mêlant à un soulagement désespéré. Lucy. Sa voix se brisa. « Maman !» Lucy essaya de courir en avant, mais Curtis attrapa son épaule, la gardant derrière lui. L'homme au cou épais bougea vite, attrapant le bras de la femme et la tirant vers le van. Elle hurla, un son brut et primal, et Curtis sentit quelque chose se briser en lui. La dernière retenue qu'il avait gardée civile, ordinaire, il combla la distance en 3 pas. Sa main droite attrapa le poignet de l'homme au cou épais, le tordant avec une force précise. L'homme hurla tandis que sa prise se relâchait, et Curtis enchaîna avec un coup de paume au plexus solaire qui le fit tomber à genoux. Van Cully tendait la main vers son arme quand Curtis était déjà là, sa main gauche bloquant la main de Cully contre son holster. De près, Curtis pouvait sentir le cologne coûteux du chef mélangé à autre chose. La peur. « Ne faites pas ça !» dit Curtis doucement. « J'ai neutralisé des hommes mieux entraînés que vous dans des endroits plus sombres que celui-ci. Si vous sortez cette arme, j'assumerai une intention létale. » La femme, la mère de Lucy, trébucha vers sa fille, et elles s'étreignirent dans une étreinte désespérée. Curtis garda son attention sur Van Cully, observant les yeux de l'homme, lisant les micro-expressions qui trahissaient l'intention. « Vous n'avez pas idée de ce que vous avez fait ?» dit Van Cully. Pas idée à qui vous avez affaire. Alors, éclairez-moi. Curtis relâcha le poignet de l'homme, mais resta proche. Prêt ? Dites-moi pourquoi un chef de police et un maire ont besoin d'enlever des serveuses. Dites-moi pourquoi la standardiste du 911 en rit. Dites-moi jusqu'où ça va. Les sirènes se faisaient plus fortes, mais c'étaient les mauvaises. Police locale, pas fédérale. Curtis fit le calcul. L'équipe tactique arriverait en premier. Mais seulement de quelques minutes, cette ville était compromise, l'avait probablement été depuis longtemps. La question était combien de personnes étaient impliquées, combien détournèrent les yeux, combien participaient activement. Van Cully redressa sa veste, retrouvant son sang-froid. Vous avez fait une erreur en appelant vos amis à DC, parce qu'avant qu'ils arrivent, vous aurez une douzaine de mes officiers autour de vous. Et les accidents arrivent, surtout à ceux qui interfèrent dans des choses qu'ils ne comprennent pas. Je comprends parfaitement. Curtis recula, se positionnant entre les deux hommes et la mère et la fille. Je comprends que vous faites ça depuis un moment. Je comprends que vous pensiez être intouchable. Je comprends que ça va bientôt s'arrêter. 3 voitures de patrouille hurlèrent dans le parking, les entourant. Des officiers en sortirent, armes dégainées. Curtis en compta 6. Tous focalisés sur lui, aucun sur les victimes ou Van Cully. La chorégraphie était trop rodée, trop fluide. Ils avaient fait ça avant. C'est le suspect. Van Cully pointa Curtis. Il a agressé l'officier Gilberto Hobbs et m'a menacé. Je veux qu'il soit en garde à vue maintenant. Curtis leva lentement les mains. Le téléphone satellite toujours visible. Directeur Woodruff. Vous entendez ça ?
Il avait activé la fonction de diffusion d'urgence du téléphone au moment où Van Cully avait tendu la main vers son arme. Tout était enregistré, transmis directement à l'anglais. Nous copions Blackwood. Une voix grésilla du haut-parleur du téléphone, assez forte pour que tout le monde l'entende. Les ressources fédérales arrivent dans 3 minutes. Tout officier qui interfère avec cette scène fera face à des accusations fédérales. Tout dommage causé à Curtis Maher ou aux victimes sera traité comme un acte contre un témoin fédéral sous protection. Les officiers hésitèrent, regardant Van Cully. Le visage du chef de police avait pâli, mais il se reprit vite. Cet homme est perturbé. Il fait des menaces. L'enregistrement dit le contraire, interrompit Curtis. Chaque mot que vous avez dit, chaque action que vous avez prise, tout est documenté et transmis. Vous voulez continuer à creuser ce trou, chef, ou vous voulez commencer à penser au contrôle des dommages? Le bruit d'hélicoptère brisa la tension. Curtis s'autorisa un petit sourire. 2 Blackhawks apparurent au-dessus de la ligne des arbres, rapides et bas, le rugissement de leurs rotors noyant tout le reste. Ils atterrirent à l'extrémité éloignée du parking et des opérateurs tactiques en équipement complet en sortirent, armes prêtes, mouvements précis et professionnels. Curtis connaissait ce regard. Cette allure, ce n'étaient pas des agents ordinaires, c'étaient ceux qui apparaissaient quand les situations dérapaient en territoire hostile, quand des citoyens américains avaient besoin d'une extraction d'une situation impossible, quand les canaux officiels avaient échoué et que quelqu'un devait trancher la bureaucratie avec une force écrasante. Le chef d'équipe s'approcha, fusil en bandoulière, mais prêt. Ses yeux trouvèrent Curtis et une reconnaissance scintilla. Blackwood, ça fait un bail. Woodruff a envoyé ses meilleurs. À ce que je vois, Curtis garda les mains visibles, non menaçantes. Merci pour la réponse rapide. Calderon, Damon. Calderon avait vieilli en 5 ans, plus de gris aux tempes, des lignes plus profondes autour des yeux. Mais il se déplaçait comme toujours. Comme si la violence n'était qu'un outil de plus dans une boîte bien remplie. Le directeur a dit que vous aviez besoin d'aide? Il n'a pas mentionné que vous vous étiez retrouvé au milieu d'une affaire de corruption. Je ne l'avais pas prévu. Curtis fit un geste vers Lucy et sa mère. Elles ont besoin de soins médicaux. La mère a été battue. Et nous devons fouiller ce van. Je parie qu'on y trouvera des preuves d'autres victimes. 2 membres de l'équipe de Calderon se dirigèrent pour sécuriser le van, pendant que d'autres établissaient un périmètre. La police locale s'était repliée, mais Van Cully restait, son visage un masque de rage à peine contenu. « Vous ne pouvez pas faire ça », dit le chef de police. « Vous n'avez pas de juridiction ici. C'est une affaire locale. Le trafic d'êtres humains traverse les frontières des États. » Calderon l'interrompit. « Ça en fait une affaire fédérale. Au moment où vous avez attrapé cette femme contre sa volonté, vous nous avez donné la juridiction sur un plateau d'argent. » Il sortit une paire de menottes en plastique. « Van Cully, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, aggression, complot pour trafic d'êtres humains. Et environ 6 autres chefs d'accusation qu'on ajoutera une fois qu'on aura traité ce van. Je veux mon avocat et je veux parler au maire Ford. Il réglera ça. » Curtis s'avança, voix basse. « Je compte là-dessus, parce que quelle que soit l'opération que vous dirigez, Ford est au centre, et quand des hommes comme vous tombent, vous parlez toujours, vous essayez toujours de négocier un accord. Alors allez-y, appelez le maire, dites-lui que son petit empire vient de s'effondrer. » Les yeux de Van Cully s'écarquillèrent légèrement, et Curtis sut qu'il avait visé juste. Il y avait plus ici quelque chose de plus grand qu'un simple chef de police corrompu et un politicien véreux. C'était organisé, systématique, protégé à plusieurs niveaux. 2 secouristes s'occupaient maintenant de la mère de Lucy, vérifiant ses blessures pendant que Lucy s'accrochait à sa main. La petite fille leva les yeux vers Curtis, son visage taché de larmes se fendant en quelque chose qui ressemblait à un sourire. « Merci », dit-elle. Curtis s'agenouilla à sa hauteur. « Comment t'appelles-tu ?»« Lucy Buck. »« C'est ma maman ?»« Charlene. » Les mots sortirent en cascade. « Ces hommes sont venus à notre appartement. Ils ont dit que maman devait de l'argent. Mais elle n'en doit pas. Elle travaille à 2 emplois. Elle paie pour tout. Ils l'ont juste prise. Il y a combien de temps ? 3 heures. Je me suis caché sous mon lit. Quand ils sont partis, j'ai couru. Je ne savais pas où aller. J'ai vu l'épicerie et j'ai pensé que peut-être quelqu'un m'aiderait. » Sa voix tomba à un murmure. La dame de la police m'a ri au nez quand j'ai appelé. Curtis regarda Calderon. « Nous devons trouver cette standardiste. Marjorie Hess. Elle fait partie de ça. Déjà sur le coup. » Calderon coordonnait avec son équipe, efficace et concentré. « Nous ramenons tous ceux qui ont touché à cette affaire. Mais Blackwood, préparez-vous à quelque chose.
Si cette corruption va aussi profond qu'elle en a l'air, nous allons avoir besoin que vous restiez, témoigniez, peut-être plus. Curtis avait su que ce moment viendrait. À la seconde où il avait passé cet appel à l'anglais, il avait replongé dans le monde qu'il avait essayé de quitter. Plus de ville tranquille, plus d'anonymat. Une fois que son nom réapparaîtrait dans les bases de données fédérales, une fois qu'il témoignerait au tribunal, sa vie paisible serait terminée. Il regarda Lucie et Charlène, le soulagement et la peur se mélangeant encore sur leurs visages, et sut qu'il referait le même choix. « J'en suis, dit-il, tout ce dont vous avez besoin. » Le bâtiment fédéral à Richmond servait de quartier général temporaire pour l'opération. Curtis était assis dans une salle de conférence 12 heures après la confrontation sur le parking, épuisé mais dopé au café et à l'adrénaline. De l'autre côté de la table, le directeur Ross Woodruff l'étudiait avec le même regard évaluateur qu'il avait recruté pour la division des activités spéciales de la CIA 15 ans plus tôt. Woodruff avait vieilli aussi, plus mince, plus gris, portant le poids de trop de briefings classifiés et de décisions impossibles, mais son esprit était toujours aiguisé, toujours 3 pas en avance sur tout le monde dans la pièce. « Dites-moi pourquoi vous êtes parti, » dit Woodruff sans préambule. Curtis s'y attendait, d'un mince. Un mot, mais il contenait tout. La mission qui avait mal tourné, les renseignements défaillants, les civils morts parce que quelqu'un à Washington avait pris de mauvaises décisions derrière un bureau. Curtis avait accompli la mission, extrait l'asset, tout fait selon les règles, mais 16 innocents étaient de mort dans les tirs croisés, et c'était lui qui avait dû rédiger le rapport d'après-action que personne ne lirait jamais. « Dama n'était pas de votre faute. » La voix de Woodruff était douce. L'échec des renseignements était de notre côté. J'étais celui qui appuyait sur la gâchette. J'ai pris la décision sur le terrain. Curtis fixa son reflet dans la fenêtre sombre. Je me suis dit que je ferais encore 1 an. Puis 6 mois. Puis je suis juste parti. Et vous vivez à Millbrook Falls depuis ville tranquille. Petite population, il ne s'y passe jamais rien. Woodruff sortit un dossier, sauf qu'il s'avère que ce « rien » inclut une opération organisée de trafic d'êtres humains dirigée par le maire, protégée par le chef de police et impliquant au moins 2 douzaines de fonctionnaires municipaux. Curtis se pencha en avant. « Vous travaillez déjà sur cette affaire depuis 3 mois ?» Depuis qu'un agent du FBI nommé Simon Savage est tombé sur un schéma de femmes disparues dans 4 comtés, toutes mères célibataires, toutes de la classe ouvrière, toutes vanishing sans trace. Avec la police locale montrant 0 intérêt pour enquêter, Woodruff ouvrit un dossier révélant des photos de surveillance. Nous avons identifié le maire Franklin Ford comme la pièce maîtresse, mais il est prudent, tout est isolé. Nous ne pouvions pas nous approcher sans l'alerter jusqu'à ce que je vous tende une cause probable sur un plateau d'argent, jusqu'à ce que vous sauviez Charlene Reed et nous donniez une victime prête à témoigner. Woodruff fit glisser une photo sur la table. Franklin Ford, la 50aine. Le visage que Curtis avait vu sur des affiches de campagne en ville, sourire amical. Costume coûteux, l'air de quelqu'un qui avait maîtrisé l'art de sembler digne de confiance. Ford est maire depuis 8 ans. Avant ça, il dirigeait une société de développement immobilier avec un associé nommé Preston Massey. Il se spécialisait dans les logements à faible revenu. Curtis vit où ça menait. Laissez-moi deviner, il se spécialisait aussi dans l'exploitation de leurs locataires. Exactement. Les femmes qui prenaient du retard sur le loyer faisaient en face à un choix, payer ce qu'elles devaient ou rembourser leurs dettes par le programme d'emploi de Ford. L'expression de Woodruff s'assombrit. Ce qui avait commencé comme du travail forcé a évolué en quelque chose de pire. Trafic à grande échelle, femmes expédiées hors de l'État. Vendues aux plus offrants, celles qui essayèrent de fuir ou de résister disparaissaient définitivement. Combien ? Nous en avons confirmé 16 disparus au cours des 3 dernières années. Il pourrait y en avoir plus. Le réseau de Ford s'étend sur 5 États, implique des dizaines de personnes en position d'autorité. Police, juges, travailleurs sociaux. Ils ont créé une machine pour identifier les femmes vulnérables et les faire disparaître. Curtis sentit ses mains se serrer en poing. Fancouli, l'exécuteur de Ford et coordinateur logistique, il gère les acquisitions et maintient le réseau de protection au sein des forces de l'ordre. La standardiste que vous avez rencontrée, Marjorie Hess, est sa belle-sœur. Elle filtre tous les appels légitimes sur des activités suspectes liées à l'opération de Ford et Preston Massey. Woodruff sortit une autre photo, un homme dans la 60aine, cheveux argentés distingués, le genre de visage qu'on verrait sur une liste de membres d'un country club. Massey gère l'argent et les acheteurs. Il a des connexions dans chaque grande ville de la côte Est. Ford trouve la marchandise, gère la sécurité, Massey gère les ventes. C'est une division du travail parfaite. Curtis étudia les photos.
gravant les visages dans sa mémoire. « De quoi avez-vous besoin de moi ? Nous avons besoin que vous soyez la patte. » Les mots planèrent dans l'air. Curtis leva les yeux, rencontrant le regard de Woodruff. « Expliquez, Ford sait que vous êtes de la CIA. Il sait que vous avez abattu son chef de police et interrompu une de ses opérations. En ce moment, il panique, essayant de figurer ce que nous savons, ce que nous pouvons prouver. Les hommes comme Ford, quand ils sont acculés, commettent des erreurs, ils contactent leur réseau, essaient de couvrir leurs traces, éliminent les loose ends. Vous voulez que je le rende encore plus désespéré. Je veux que vous soyez le coin qui fend son organisation en deux. Vous l'avez déjà inquiété? Maintenant, j'ai besoin que vous le poussiez à bout. Faites-lui croire que vous l'enquêtez personnellement. Faites-lui croire que vous montez un dossier. Regardez-le s'agiter pour se protéger. Et dans cette agitation, il exposera le réseau que nous n'avons pas pu cartographier. » Curtis s'adossa à sa chaise. C'était un coup dangereux. Se mettre en avant comme cible, compter sur le fait que Ford s'en prendrait à lui, au lieu de disparaître dans la protection de son réseau. Mais c'était aussi exactement le genre d'opération que Curtis avait mené une douzaine de fois dans son ancienne vie. Entrer dans le cycle de décision de l'ennemi, les forcer à réagir au lieu d'agir, transformer leur force en faiblesse. Et Charline et Lucy, protection des témoins, autre état, nouvelles identités si nécessaire, elles seront en sécurité. Et si Ford décide juste de limiter les pertes et de fuir. Woodruff sourit finement. Nous avons gelé ses actifs. Il ne peut pas déplacer d'argent significatif sans que nous le sachions. Nous avons aussi fait fuiter à son réseau que Vanculi parle. Coopère avec les enquêteurs fédéraux. Ford est paranoïaque en ce moment. Il a besoin de savoir qui d'autre pourrait retourner sa veste. Il a besoin de savoir si son opération est salvable. Et par-dessus tout, il a besoin d'éliminer la menace. Moi, vous, mais cette fois, vous ne serez pas seul en territoire ennemi. Nous aurons un package de surveillance complet, des équipes de renfort, tout. Vous nous aidez à cartographier le réseau et nous abattrons tout le monde impliqué. Curtis pensa de nouveau à Damas, au poids des décisions prises sur le terrain, au coup de combattre des monstres dans l'ombre. Il était parti parce qu'il avait pensé en avoir fini avec ce monde, fini avec les compromis moraux et les choix impossibles. Mais assis dans cette salle de conférence, regardant les photos de Franklin Ford et de ses complices, Curtis réalisa quelque chose. Il n'était jamais vraiment parti. Il avait juste attendu quelque chose qui vaille la peine de revenir. « Quand commençons-nous » demanda-t-il. Le sourire de Woodruff s'élargit. « Demain matin, vous allez marcher droit vers le bureau de Ford et lui dire que vous écrivez un livre sur son travail caritatif avec les populations vulnérables. Vous allez lui faire croire que vous fouillez son passé, poser des questions, parler à des gens, et puis nous allons le regarder s'effondrer. » Curtis se leva, ramassant les photos. « Une condition, quand ce sera fini, quand nous aurons tout le monde impliqué, je veux être là quand Ford sera arrêté. Je veux qu'il sache exactement qui l'a fait tomber. » Marché conclu. Woodruff tendit la main. « Bienvenue de retour, Blackwood. » Curtis la serra, sentant le poids des anciens engagements se reposer sur ses épaules. Il n'était pas naïf. Ça allait devenir salissant. Ford ne se laisserait pas faire tranquillement. Et des hommes, avec autant de pouvoir et autant à perdre, étaient capables de choses terribles. Mais Curtis avait appris quelque chose en 5 ans à essayer d'être ordinaire. On ne pouvait pas fuir qui on était. On pouvait seulement choisir comment l'utiliser. Et en ce moment, il choisissait de l'utiliser pour détruire l'empire de Franklin Ford, brique par brique sanglante. Le bureau du maire occupait le 3e étage de la mairie de Millbrook Falls, un bâtiment de style colonial qui suggérait la vertu civique et les valeurs de petite ville. Curtis franchit les portes ornées de laiton à 9 heures précises, portant une chemise boutonnée et tenant un carnet en cuir qui avait l'air professionnel mais pas menaçant. La réceptionniste, une femme dans la cinquantaine avec des lunettes de lecture et un sourire exercé, leva les yeux à son approche. « Bonjour, avez-vous un rendez-vous ? » ?»« Non, mais j'espère que le maire Ford a quelques minutes. Je travaille sur un livre sur les leaders communautaires qui font une différence dans la vie des gens, et le travail caritatif du maire m'a été hautement recommandé. » Le sourire de la réceptionniste s'élargit. Authentique maintenant. « Oh, comme c'est merveilleux. Le maire est très passionné par l'aide à notre communauté. Laissez-moi vérifier son agenda. » Elle décrocha le téléphone, parla brièvement, puis hocha la tête. « Il peut vous voir dans environ 10 minutes. Puis-je vous offrir du café en attendant ?» Curtis accepta, s'asseyant dans la zone d'attente. Les murs étaient couverts de photos encadrées de Franklin Ford à divers événements communautaires, coupant des rubans, serrant des mains, posant avec des familles souriantes, l'image d'un serviteur public dévoué. Ça aurait été convaincant si Curtis n'avait pas su ce qui se cachait dessous.
Son oreillette grésilla doucement, si doucement que seul lui pouvait l'entendre, la voix de Woodruff. « Nous surveillons. Souvenez-vous, votre but est de le rendre nerveux, pas de le menacer directement. Plantez les graines, puis laissez-le les arroser avec sa propre paranoïa. » Curtis fit le plus petit hochement de tête, accusant réception de la transmission. La porte du bureau s'ouvrit et Franklin Ford émergea, main tendue, sourire éclatant. De près, il était plus petit que Curtis ne l'avait imaginé, compensant avec des chaussures coûteuses et une posture soigneusement maintenue. Sa poignée de main était ferme mais brève, la prise de quelqu'un qui avait appris à transmettre la confiance sans s'attarder. « Monsieur Maher, c'est ça? Entrez, je vous en prie. » Ford fit geste vers son bureau, spacieux et bien aménagé, bureau en acajou, chaise en cuir, récompense sur chaque surface disponible. « Judith me dit que vous écrivez un livre. Je suis flatté. Bien que je ne sois pas sûr de mériter tant d'attention, les leaders communautaires réussis sous-estiment toujours leur impact. » Curtis s'assit, ouvrant son carnet. « Je suis particulièrement intéressé par votre travail avec les populations vulnérables, les mères célibataires, les familles en détresse économique, ce genre de choses. » Quelque chose scintilla sur le visage de Ford, trop rapide pour le saisir, mais définitivement là. « Oui, eh bien, nous avons plusieurs programmes par la ville. Aide à l'emploi, soutien au logement, subvention pour la garde d'enfants. C'est un travail important. J'ai entendu que vous étiez particulièrement impliqué dans le programme de logement. » Curtis fit mine de consulter ses notes. Une femme nommée Nicole Walters a mentionné que vous l'aviez personnellement aidé à trouver un appartement quand elle faisait face à une expulsion. Le sourire de Ford se crispa microscopiquement. Nicole Walters. Selon le dossier fédéral, l'une des rares femmes qui avait échappé au réseau de Ford et s'était cachée. Mentionner son nom était un risque calculé. Un signal que Curtis en savait plus qu'il n'aurait dû. « Le nom me dit quelque chose ? Mais je rencontre tellement de gens. » Ford remua sur sa chaise. A-t-elle dit comment la contacter ? J'aimerais renouer, voir comment elle va. Elle a déménagé hors de l'État, mais elle avait des choses si élogieuses à dire sur votre programme. Curtis leva les yeux, rencontrant directement ceux de Ford. En fait, j'aimerais interviewer plus de femmes que vous avez aidées. Gardez-vous des registres, des informations de contact, des préoccupations de confidentialité. Vous comprenez ? Nous protégeons les informations de nos clients. Les doigts de Ford tambourinèrent une fois sur son bureau, puis s'arrêtèrent comme s'il s'était repris. Mais je suis sûr que nous pourrions arranger des interviews avec des femmes qui seraient prêtes à participer. Mon assistante peut coordonner ça. Curtis griffonna une note. Ce serait excellent. Je suis aussi intéressé par le côté opérationnel. Comment vous identifiez les femmes qui ont besoin d'aide? Comment vous les connectez aux ressources? J'imagine que vous travaillez étroitement avec le département de police. La police? Les sourcils de Ford se haussèrent. Eh bien, parfois il nous réfère des cas. Oui, police communautaire à son meilleur. Le chef Van Cully devait être un partenaire précieux dans ce travail. La température de la pièce sembla chuter. Le sourire de Ford se figea. N'atteignant plus ses yeux, j'ai entendu parler de l'incident malheureux d'hier, très préoccupant. Le chef Cully et moi avons travaillé ensemble pendant des années. Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Les agents fédéraux semblaient assez sûrs de ce qu'ils ont trouvé. Curtis garda un ton conversationnel. Ils ont parlé de trafic d'êtres humains. Pouvez-vous imaginer dans une ville comme celle-ci? Ford se leva abruptement. Monsieur Maher, je crains d'avoir juste me rappelé une réunion urgente. Peut-être pouvons-nous continuer cette conversation une autre fois? Faites programmer quelque chose par Judith pour la semaine prochaine. Bien sûr. Curtis se leva aussi, fermant son carnet. Juste une question de plus si vous permettez. Preston Massey, c'est votre associé en affaires? Correct. Sera-t-il disponible pour une interview? Je comprends qu'il a été instrumental dans l'établissement de vos programmes de logement. La mâchoire de Ford se serra. Preston est une personne privée. Je doute qu'il soit intéressé. Maintenant? Si vous voulez bien m'excuser. Curtis se laissa escorter dehors, jouant le rôle de l'écrivain inconscient, mais son esprit cataloguait chaque réaction, chaque signe. Ford était ébranlé, la mention de Nicole Walters l'avait inquiété, la référence à Van Cully l'avait effrayé et évoquer Preston avait déclenché quelque chose proche de la panique. Dehors, devant la mairie, Curtis marcha 2 pâtés de maison avant de se glisser dans un café, son oreillette grésilla de nouveau. « Bon travail ?» dit Woodruff. Ford a passé 3 appels dans les 90 secondes après votre départ. Un à son avocat, un à Preston Massey et un à un téléphone jetable que nous ne pouvons pas tracer pour l'instant. Il sait que quelque chose cloche. Plus que ça, il sait que vous êtes un problème.
Massy vient de réserver un vol pour les îles Caïmans. Départ ce soir. Nous allons le laisser partir, voir où ça mène. » Curtis remua son café, observant la rue dehors. Millbrook Falls avait l'air si normal. Des gens vaquant à leurs occupations, des enfants à vélo, un promeneur de chiens discutant avec un voisin. Difficile de croire que cette façade agréable cachait tant de pourriture. Et ensuite, demanda-t-il, nous attendons que Ford fasse son move. En attendant, j'ai besoin que vous rendiez visite à quelqu'un, une autre survivante, Christine Fisher. Le nom était nouveau. Elle n'est pas dans le dossier fédéral parce que nous l'avons trouvée hier. C'est une journaliste d'investigation qui travaillait sur une histoire de femme disparue avant que les gens de Ford l'attrapent. Elle s'est échappée il y a 3 semaines. Se cache depuis, elle est parano comme pas possible. Ne parle à personne, mais peut-être qu'elle vous parlera à vous, l'homme qui a sauvé Charlene Reed. Où est-elle? Richmond. Maison sûre à l'est. Je vous envoie l'adresse par texto. Woodruff Pausa. Blackwood. Surveillez vos arrières. Nous allons bouger vite maintenant. Il enverra des gens après vous, essaiera de vous discréditer. Peut-être pire, c'est là que ça devient dangereux. Je sais, Curtis finit son café, planifiant déjà ses prochains moves. C'est ce sur quoi nous comptons. Il quitta le café et marcha vers son pick-up, conscient des caméras de surveillance qui le suivaient, conscient des équipes fédérales quelque part dans l'ombre, conscient que dans le bureau de Ford, des plans étaient faits pour éliminer la menace qu'il représentait. Curtis Maher avait passé 5 ans à essayer de laisser la violence derrière lui. Maintenant, il marchait droit vers elle, les yeux ouverts, l'esprit clair. Mais cette fois, ce n'était pas pour des ordres de Washington ou des objectifs classifiés qui ne voyaient jamais la lumière du jour. Cette fois, c'était pour une petite fille qui avait attrapé sa main sur un parking. Pour des femmes traitées comme des marchandises, pour un homme corrompu qui se croyait intouchable. Cette fois, se dit Curtis en conduisant vers Richmond, c'était personnel et ça changeait tout. La maison sûre était une maison en rangée étroite dans un quartier où les gens s'occupaient de leurs affaires. Curtis se gara 3 pâtés de maisons plus loin et approcha à pied, guettant la surveillance. Les vieilles habitudes étaient dures à perdre et en ce moment, c'était une bonne chose. Il frappa 2 fois, pause. Frappa une fois de plus, le signal que Woodruff lui avait donné, la porte s'entr'ouvrit, une voix de femme. Tranchante de suspicion. Qui vous envoie? Le directeur Woodruff? Je m'appelle Curtis Maher. C'est moi qui ai sorti Charlene Reed du van du maire Ford hier. La porte s'ouvrit plus grand. Christine Fisher avait l'air d'avoir vieilli d'une décennie en 3 semaines. Joues creuses, cernes sombres sous les yeux, ses cheveux noirs coupés courts et inégalement, comme si elle les avait taillés elle-même avec des ciseaux de cuisine. Elle portait un sweatshirt surdimensionné et un jean, et sa main droite restait derrière la porte, probablement tenant une arme. « Vous êtes vraiment lui ?» demanda-t-elle. « L'ancien de la CIA, j'en étais. Maintenant, je suis juste quelqu'un qui n'aime pas voir des innocents souffrir. » Curtis garda les mains visibles. « Puis-je entrer ? Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. » Christine l'étudia longuement, puis recula. La main derrière la porte tenait un couteau de cuisine. Comme Curtis l'avait suspecté, elle le posa sur une table proche, mais le garda à portée. « Désolé, après ce que j'ai vécu, je fais plus confiance à mon couteau qu'aux gens. Je ne peux pas vous en blâmer. » Curtis entre, notant le mobilier clairsemé, les fournitures d'urgence empilées dans les coins, l'ordinateur portable ouvert sur la table de cuisine avec plusieurs onglets visibles, site d'actualité. Registers Publics, Images Satellite. Vous avez recherché Ford pendant 6 mois avant qu'il m'attrape. Je suivais une histoire sur la gentrification dans les quartiers à faible revenu quand j'ai remarqué un schéma des femmes disparaissant. Toujours des mères célibataires, toujours vivant dans des bâtiments possédés ou gérés par la société de Ford. Elle se dirigea vers l'ordinateur, affichant une carte couverte de punaises rouges, 6 confirmés disparus dans cette région seule. Mais je pense qu'il y en a plus, bien plus. Curtis se pencha plus près, étudiant la carte. Les punaises se regroupaient autour de zones spécifiques. Millbrook Falls, 2 villes voisines, s'étendant comme une maladie à travers le comté. Comment Ford a-t-il découvert que vous enquêtiez? Le rire de Christine fut amer. J'ai fait une erreur de débutant. Je suis allé interviewer un de ses anciens associés en affaires, un type nommé Alejandro Harmon. Je pensais qu'il avait retourné sa veste contre Ford, qu'il pourrait me donner des infos internes. Il s'avère qu'il était encore sur la paie de Ford. 24 heures plus tard, j'étais attrapé dehors, mon appartement. Que s'est-il passé ensuite? Elle remonta sa manche, révélant un motif d'échymose à divers stades de guérison. Ils m'ont emmené dans un entrepôt, m'ont demandé à qui j'avais parlé.
Ce que je savais, qui d'autre était impliqué, Preston Massey était là, il est plus froid que Ford. Il ne prétend même pas avoir une conscience, sa voix trembla. Il prévoyait de m'expédier hors de l'État, il disait que je vaudrais un bon prix, jeune, éduqué, têtu, apparemment, c'est un marché premium, comment vous êtes-vous échappé? De la chance. Le vent de transport est tombé en panne sur l'autoroute. Le conducteur est sorti vérifier le moteur et j'ai réussi à défoncer la vitre arrière à coups de pied. J'ai couru dans les bois et je ne me suis pas arrêté pendant 5 kilomètres. Elle rencontra les yeux de Curtis, mais voilà le truc. Je n'étais pas la seule femme dans ce van, il y en avait 2 autres et je les ai laissées derrière. La culpabilité dans sa voix était palpable. Curtis avait porté un poids similaire, savait comment ça s'installait dans la poitrine comme une pierre. Comment ça rendait chaque respiration un peu trop difficile. « Vous avez survécu ?» dit-il doucement. « Ce n'est pas égoïste. C'est humain, ces femmes sont encore dehors. Oh Mortis !» Ou pire, Christine ferma l'ordinateur. Alors, quand votre directeur a appelé et dit que quelqu'un allait enfin abattre Ford, j'ai accepté de parler parce que j'ai besoin de savoir que ça s'arrête. J'ai besoin de savoir que personne d'autre ne passera par ce que j'ai vécu. Curtis sortit son téléphone, lui montrant des photos du réseau cartographié par Woodruff. Ce sont les associés connus de Ford. En reconnaissez-vous? Christine fit défiler, s'arrêtant sur plusieurs visages. Celui-ci, Gilberto Hobbs. C'est un flic, travaille directement pour Vanculi. Il était à l'entrepôt, et cette femme, Marjorie Hess, c'est la standardiste qui les couvrait. Je l'ai entendue au téléphone une fois, riant de comment elle avait redirigé un appel de contrôle social. Elle fit défiler plus loin. « Attendez, cet homme, qui est-ce » Curtis regarda. Le visage était nouveau, pas dans ses matériaux de briefing. Un homme dans la quarantaine, anonymé. Le genre de visage qui disparaît dans une foule. Je ne sais pas, il n'est pas dans nos fichiers. Il devrait l'être. Je l'ai vu à l'entrepôt. Il n'était pas muscle ou management. Il était... Christine chercha le mot juste. Il était logistique. Prenant des notes, organisant des horaires. J'ai entendu Massey l'appeler le comptable. Curtis photographia l'image et l'envoya à Woodruff avec un drapeau prioritaire. En quelques secondes, son téléphone vibra avec une réponse. Reconnaissance faciale en cours. En attente, il y a autre chose, dit Christine. Quelque chose que je n'ai dit à personne parce que ça semble fou. Après ce que j'ai vu dans les dernières 24 heures, je doute que quoi que ce soit puisse me surprendre. Ford ne trafique pas seulement des femmes pour l'argent, il les trafique pour l'influence. Christine rouvrit son ordinateur, affichant un document, des tableurs partiels, ce qui ressemblait à des registres comptables. J'ai réussi à photographier ça avant qu'il m'attrape. Regardez les noms des acheteurs. Curtis balaya la liste et son sang se glaça. Sénateurs d'État, juges fédéraux, dirigeants d'entreprise, personnalités médiatiques. Chaque entrée incluait un nom, un code de transaction et une destination. Ce n'est pas juste du crime organisé, dit Curtis lentement. C'est une opération de chantage. Ford fournit ses hommes en victimes, documente tout, puis les possède exactement. Et c'est pourquoi il a été intouchable si longtemps. Il n'a pas juste de la protection à Millbrook Falls. Il en a à chaque niveau de gouvernement, dans chaque institution qui compte. Quiconque l'enquête reçoit un appel discret lui rappelant certaines indiscrétions. Le téléphone de Curtis vibra de nouveau. Woodruff, votre homme mystère est Stanley Nelson, ancien expert comptable, radié pour crimes financiers. Associé connu de famille du crime organisé, s'il est impliqué, c'est plus profond que nous pensions. Curtis montra le message à Christine. Vous avez touché quelque chose de gros? Plus gros qu'un maire corrompu? C'est une opération qui tourne depuis des années, protégée au plus haut niveau. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que des gens comme Ford n'attendent jamais. Curtis se leva, son esprit déjà travaillant sur les possibilités. On ne l'expose pas juste, on détruit tout son réseau, chaque personne sur cette liste, chaque officiel corrompu, chaque acheteur, on brûle tout. L'expression de Christine passa de la peur à quelque chose de plus dur, plus déterminé. J'ai plus de documentation, des disques durs cachés, des photos, des enregistrements que j'ai faits avant qu'il me attrape. Tout ce que j'ai trouvé en 6 mois d'enquête, c'est verrouillé dans une unité de stockage de l'autre côté de la ville. Pouvez-vous l'obtenir sans être vu? L'unité est au nom de mon frère. Personne ne sait. Je peux tout avoir ici dans 2 heures? Faites-le, mais prudemment. Ford sait que vous êtes en vie. Il doit supposer que vous pourriez refaire surface. Et s'il est aussi parano que je le pense en ce moment, il vous cherche. Après le départ de Christine, Curtis appela Woodruff sur la ligne sécurisée. Nous devons accélérer le calendrier. Ce n'est pas juste du trafic.
C'est de la corruption systématique soutenue par un réseau de chantage s'étendant sur plusieurs États. Je sais, nous analysons les enregistrements que vous avez envoyés. Si même la moitié de ces noms tiennent, on parle de dizaines d'arrestations de haut profil, des accusations de complot criminel remontant à des années. La voix de Woodruff était sombre, mais ça veut aussi dire que Ford a des ressources que nous n'avions pas anticipées. Il peut atteindre les agences fédérales, appeler des faveurs de gens que nous ne pouvons pas toucher sans preuves irréfutables. Alors, rendons les preuves irréfutables. Christine a de la documentation ? Christine est un témoin que nous ne pouvons pas protéger indéfiniment. Ford la trouvera éventuellement. Son réseau est trop étendu. Et un mot à la mauvaise oreille. Woodruff s'interrompit. Nous devons pousser Ford à l'air libre. Le forcer à agir personnellement, pas par intermédiaire, c'est le seul moyen d'obtenir des preuves propres qui ne puissent là pas être contestées au tribunal. Curtis observa la rue par la fenêtre, traitant l'info. Qu'avez-vous en tête ? Demain soir, il y a une collecte de fonds caritative au domaine de Ford. Événement privé. Sur invitation seulement, chaque joueur majeur de son réseau sera là. Merci. Ses officiels protégés, même certains acheteurs de la liste de Christine. Woodruff pausa. Je peux vous obtenir une invitation ? Vous mettre dans la pièce avec eux tous ? Faire croire à Ford que vous enquêtez sur ses donateurs, ses soutiens, le regarder paniquer, c'est là qu'il enverra quelqu'un après moi, c'est là que nous serons prêts. Package de surveillance complet, équipe tactique en attente. Vous serez l'appât, mais un appât protégé. Curtis sourit sans humour, comme au bon vieux temps, comme au bon vieux temps. Woodruff acquiesça, sauf que cette fois, nous sommes les bons. Après la fin de l'appel, Curtis s'assit dans la maison surtranquille, pensant à Damas, à Lucie pleurant sur un parking. Au cri désespéré de Charlene Reed de l'intérieur de ce van, il pensa aux 16 femmes disparues confirmées et aux dizaines d'autres que Christine suspectait. Il pensa à des hommes comme Franklin Ford qui croyaient que le pouvoir les rendait immuns contre la justice. 5 ans auparavant, Curtis avait quitté ce monde parce que le coût semblait trop élevé. Les compromis moraux, les dommages collatéraux, les nuits passées à se demander s'il était devenu le monstre qu'il combattait. Mais en regardant la carte de Christine et toutes ces punaises rouges marquant des vies disparues, Curtis réalisa quelque chose. Le coût de partir était plus élevé que celui de rester. Parfois, les monstres qu'on devait combattre portaient un sourire amical et un beau costume. Parfois, le mal avait l'air respectable, normal, comme le succès, et parfois, la seule façon de l'arrêter était de l'affronter sur son propre terrain, dans son propre territoire, et de prouver qu'aucun pouvoir ne rendait intouchable. Curtis en avait fini de partir. Demain soir, il marchait droit vers la maison de Franklin Ford et il allait déclencher une guerre. L'invitation pour la collecte de fonds caritatifs arriva par coursier le lendemain matin, carton gaufré annonçant une soirée pour l'éducation des enfants au domaine de Ford. Code vestimentaire cravate noire. Donne attendu minimum $500. Curtis reconnut le jeu, faire payer les gens pour le privilège d'approcher le pouvoir, envelopper la corruption dans le langage de la charité. Il passa l'après-midi à se préparer, fouillant son unité de stockage pour la première fois en années. Le costume noir qu'il avait porté à des fonctions diplomatiques lui allait encore, bien qu'un peu plus serré aux épaules. L'étui d'épaule avait besoin d'un nouveau traitement pour le cuir. Mais le Sig Sauer compact avec lequel il s'était qualifié 100 fois lui semblait familier et juste. « Vous pensez vraiment que Ford tentera quelque chose à sa propre collecte de fonds ?» demanda Christine. Elle était revenue avec 3 disques durs de preuves, assez pour enterrer le réseau de Ford 10 fois, et Woodruff avait insisté pour qu'elle reste à la maison sûre avec protection fédérale. Pas publiquement, mais il aura ces gens là. Il prendra contact. Mettez Stella. Verra ce que je sais. Curtis vérifia le chargeur, la mémoire musculaire guidant chaque mouvement. Ford a été intouchable parce qu'il opère par intermédiaire, mais si je suis là dans sa maison, entouré de ses donateurs protégés, il se sentira confiant. Les hommes comme lui ne peuvent résister à démontrer leur pouvoir, et s'ils vous tuent juste, alors Woodruff a tout ce qu'il faut pour déchirer le réseau. Vos documents ? Le témoignage de Charlene. La surveillance d'hier, Curtis rangea l'arme sous sa veste, invisible sauf si on savait où regarder. Mais ils ne me tueront pas ce soir. Ils essaieront d'abord de me faire peur, me menacer, peut-être m'offrir de l'argent pour partir. Ford pense que tout le monde a un prix, et Preston Massey. Je pensais qu'il avait fui aux îles Caïmans. Il l'a fait, ce qui signifie qu'il a peur. Les hommes effrayés commettent des erreurs. Curtis vérifia son oreillette, confirmant que le canal crypté était clair. L'équipe de Woodruff surveillera tout. Au moindre signe de danger réel, ils m'extrairont. Vous leur faites confiance ?
C'était une bonne question. Curtis avait appris à Damas que la confiance était conditionnelle, que le quartier général prenait des décisions sur des infos incomplètes, que les opérateurs de terrain étaient parfois sacrifiables, mais Woodruff était différent. Il avait défendu Curtis quand d'autres voulaient enterrer le rapport de Damas, l'avait laissé partir proprement quand il aurait pu rendre ça difficile. « Je fais confiance à Woodruff », dit Curtis enfin, « et je fais confiance à mon propre entraînement. C'est suffisant. » Le domaine de Ford s'étendait sur 8 hectares de terrain manucuré en dehors de la ville, le genre de propriété qui annonçait le succès et le statut dans chaque détail. Curtis franchit les grilles en fer à 19h, rejoignant une file de véhicules coûteux. Des valets en uniformes impeccables dirigèrent la circulation, tandis que des gardes de sécurité en armure mal dissimulée observaient les arrivées. « J'en compte 6 positions de sécurité extérieure », murmura Curtis, sachant que son oreillette capterait « tous armés ». Allure professionnelle, probablement ex-militaire, la voix de Woodruff grésilla en retour. « Copier. Nous les avons identifiés comme employés d'une firme de sécurité privée que Ford contracte. Dossier propre. Pas de connexion évidente au réseau de trafic. Ils font juste leur boulot. » Curtis tendit ses clés au valet et rejoignit le flux des invités se dirigeant vers la maison principale. Il reconnut des visages des bulletins d'actualité, des politiciens locaux, des leaders d'affaires, même un sénateur d'État dont la législation sur la réforme du logement avait mystérieusement calé en comité, tous ici dans la maison de Ford, prouvant la théorie de Christine sur l'étendue de son influence. L'intérieur était ostentatoire avec goût, œuvre d'art originale. Fleurs fraîches, dans des vases en cristal, un quatuor à cordes jouant dans un coin de la pièce principale. Le personnel circulait avec du champagne et des hors-d'œuvre, tout calculé pour impressionner, pour rappeler que Franklin Ford était réussi. Important? Quelqu'un dont on voulait courtiser la faveur, Monsieur Maher. Quelle agréable surprise. Ford apparut de la foule. Son sourire exercé, mais ses yeux froids. Je n'avais pas réalisé que vous aviez fait un don. Votre assistante était très persuasive sur le programme d'éducation des enfants. Je n'ai pas pu refuser. Curtis accepta une flûte de champagne d'un serveur passant. Belle maison. Vous avez bien réussi. Le service public a ses récompenses. Le ton de Ford portait une pointe. Bien que j'imagine que quelqu'un avec votre background trouve tout ça plutôt banal, le travail à la CIA devait être plus excitant. Le travail à la CIA, c'était suivre des ordres et remplir de la paperasse. Ça, c'est beaucoup plus agréable. Curtis prit une petite gorgée. Maintenant, le contact visuel, bien que, je doive dire, je suis impressionné par l'affluence. Vous savez, tous les importants de cette partie de l'État. Construire des relations est essentiel à une gouvernance efficace. Ford fit geste autour de la pièce. Ces gens me font confiance pour représenter leurs intérêts. Pour protéger ce qui compte pour eux, cette confiance est dure à gagner et facile à perdre. La menace était claire. Chez subtil, Curtis sourit. Je suis sûr que vous protégez vos relations avec soin. En parlant de ça, Preston Massey est-il ici? J'espérais l'interviewer pour mon livre. L'expression de Ford ne changea pas. Mais quelque chose bougea dans sa posture. Preston voyage pour affaires, investissements internationaux, vous comprenez? Très chronophage. Bien sûr, les îles Caïmans sont charmantes en cette saison. Maintenant, le sourire de Ford se figea complètement. Je ne suis pas sûr de ce que vous insinuez. Juste une conversation. Curtis se tourna comme pour admirer la pièce, mais son attention était entièrement focalisée sur la réaction de Ford. Vous savez, j'ai réfléchi à vos programmes de logement. La façon dont vous identifiez les femmes qui ont besoin d'aide, c'est remarquablement efficace. Presque comme si vous aviez des gens qui guettent les opportunités. Nous travaillons avec les services sociaux, les organisations communautaires et la police. Le chef Van Cully était très impliqué avant son arrestation malheureuse. Curtis rencontra les yeux de Ford. Ça doit être difficile de perdre votre partenaire clé dans le outreach communautaire. La mâchoire de Ford se serra. Van Cully a fait des erreurs. Mais le travail continue. Nous aidons des dizaines de familles chaque année. Les familles que vous ne faites pas disparaître. Les mots planèrent entre eux, tranchants et clairs. Autour d'eux, la fête continuait. Conversations, reels, le son doux de la musique classique. Mais dans le petit espace où Curtis et Ford se faisaient face, l'air était devenu froid. « Je pense que vous devriez partir », dit Ford doucement. « Avant de dire quelque chose que vous regretterez, je ne regrette pas grand-chose. Monsieur le maire, c'est un des avantages de vivre honnêtement. » Curtis posa sa flûte de champagne. « Mais vous avez raison. Je devrais partir. J'ai vu ce que j'étais venu voir. » Il se tourna pour partir et la main de Ford jaillit. Attrapant son bras, le visage du maire était proche maintenant, voix à peine au-dessus d'un murmure. «
Vous n'avez pas idée dans quoi vous vous impliquez. Pas idée qui vous menacez? J'ai construit cette vie pendant 20 ans. J'ai des amis à des endroits que vous ne pouvez imaginer. Et si vous continuez sur cette voie, vous ne perdrez pas juste, vous disparaîtrez comme si vous n'aviez jamais existé. Curtis baissa les yeux sur la main sur son bras, puis revint au visage de Ford. Est-ce une confession? Parce que je suis à peu près sûr que vous venez de menacer de me faire disparaître. Enregistré. Les yeux de Ford s'écarquillèrent alors que la réalisation frappait l'oreillette, l'enregistrement, le fait que chaque mot était transmis aux agents fédéraux. Il relâcha le bras de Curtis comme s'il était brûlant. Votre enregistrement, chaque mot, chaque menace, chaque implication. Curtis recula. Voyez, le truc avec des hommes comme vous, c'est que vous vous habituez tellement au pouvoir que vous oubliez que d'autres l'ont aussi. Vous avez oublié que je ne suis pas une femme effrayée que vous pouvez intimider. Je suis quelqu'un qui a affronté de vrais monstres dans de vraies zones de guerre. Et vous n'êtes qu'un petit criminel avec des costumes coûteux et des amis qui vous abandonneront à la seconde où les murs commenceront à se refermer. Le visage de Ford avait pâli, puis viré au rouge sombre. « Sortez, sortez de ma maison. » Déjà en route, Curtis marcha vers la sortie, conscient des yeux qui le suivaient, conscient qu'il venait de faire à Ford exactement ce que Woodruff voulait, réagir émotionnellement, faire des menaces, s'exposer. Il était presque à la porte quand il la vit. Une femme en uniforme de serveuse portant un plateau vide, son visage détourné de la foule, mais Curtis avait été entraîné à remarquer les détails, à cataloguer les visages, à se souvenir, et il se rappelait cette femme des photos de Christine, l'une des 16 disparues, cheveux bruns, la trentaine. Une cicatrice distinctive sur le poignet gauche, Andrea Hanna, disparue depuis 8 mois, signalée par sa famille. Ignorée par la police locale, elle était vivante. Elle était ici dans la maison de Ford. Habillée en personnel, le sang de Curtis se glaça. Ford ne trafiquait pas seulement des femmes hors de l'État, il en gardait certaines ici sous son contrôle. Travaillant dans sa maison, cachée en pleine vue, l'audace de ça, l'arrogance, la certitude absolue que personne ne regarderait assez près pour remarquer, les yeux d'Andrea rencontrèrent les siens une seconde, et dans ce moment, Curtis vit la reconnaissance. Elle savait qui il était, ou au moins ce qu'il représentait. Une question scintilla sur son visage. « Aidez-moi !» Curtis fit le plus petit hochement de tête, puis continua vers la sortie. Son esprit courait déjà à travers les possibilités. Andrea était ici, ce qui signifiait qu'il y en avait peut-être d'autres. Le domaine de Ford était assez grand pour loger plusieurs femmes, assez isolé pour que personne n'entende si elles criaient à l'aide. « Vous avez capté ça ?» murmura Curtis une fois dehors, marchant vers l'endroit où il avait garé. La voix de Woodruff vint tendue. « Nous l'avons. » Andrea Hanna est supposée être morte. Ford l'a déclaré suicide 2 mois après sa disparition. Nous devons l'extraire, mais si nous bougeons maintenant, nous perdons la chance de cartographier tout le réseau. Si nous ne bougeons pas maintenant, elle reste prisonnière. Et qui sait combien d'autres sont dans cette maison? Curtis atteignit son pick-up, s'appuyant contre eux, pensant « Nous avons besoin d'un moyen de la sortir sans alerter Ford. » Pas possible. Les caméras de sécurité couvrent chaque centimètre de ce domaine. À la seconde où elle disparaît, les alarmes se déclenchent, alors nous ne la faisons pas disparaître. Nous faisons croire à Ford qu'elle est encore là pendant que nous la sortons. Curtis regarda la maison, les lumières brillant chaleureusement dans l'obscurité. Combien de personnel travaille ce soir? 35 traiteurs et serveurs selon le contrat. Plus le personnel domestique régulier de Ford. Et combien de ceux-là sont des femmes que Ford retient captives? Inconnues. Pourrait être 3, pourrait être 10. Woodruff pausa. À quoi pensez-vous? Je pense que la plus grande faiblesse de Ford est son arrogance. Il m'a fait entrer dans sa maison entouré de preuves de ses crimes parce qu'il pensait que son pouvoir le rendait invincible. Utilisons ça contre lui. Curtis esquissa le plan rapidement. Sortir Andrea Hanna en faisant poser Christine comme serveuse. Échanger vêtements et identité. Laisser les caméras de sécurité de Ford montrer la substitution si elle regardait assez près. Ça leur gagnerait quelques heures, assez de temps pour mettre Andrea en sécurité et la débriefer. C'est fou. D'être Woodruff si Ford attrape Christine. Il ne le fera pas parce que pendant que son attention est sur moi, sur la menace que je représente, Christine sera un visage forgettable de plus dans une foule de serveurs. Curtis était déjà en mouvement, se dirigeant vers Richmond. « Préparez-vous, je crée la distraction. » Quel genre de distraction? Curtis sourit dans l'obscurité. Le genre qui rend Ford si enragé qu'il arrête de penser clairement. Le genre qui le fait montrer tout son jeu. 2 heures plus tard,
Curtis était de retour à la maison sûre, regardant Christine ajuster l'uniforme de serveuse qu'ils avaient acquis dans une boutique de costumes. Ça ne survivrait pas à une inspection proche. Mais dans un éclairage tamisé, entouré d'autres personnels, ça passerait... « Vous n'avez pas à faire ça », dit Curtis. « Nous pouvons trouver un autre moyen. »« Non, nous ne pouvons pas. Et j'en ai marre de me cacher. » Christine rencontra ses yeux dans le miroir. « Ces gens m'ont pris 3 semaines de ma vie. M'ont rendu terrifié de dormir. Je veux reprendre quelque chose. Entrez juste, contactez Andrea Hanna et sortez. N'engagez avec personne d'autre. N'attirez pas l'attention. J'étais journaliste d'investigation. Curtis, me fondre, c'est ce que je fais. » Elle se tourna, ajustant le col. « Quelle est votre distraction ?» Quelque chose que Ford ne peut ignorer. Curtis sortit son téléphone, faisant défiler jusqu'à un brouillon d'email, une lettre ouverte à chaque organisation de nouvelles en Virginie détaillant son opération de trafic, nommant ses officiels protégés, listant chaque crime que nous pouvons prouver. Je vais appuyer sur envoyer au moment où vous contactez Andrea, ça détruira toute chance d'une enquête discrète. C'est le but. Ford pense qu'il peut contrôler le récit, faire des menaces dans l'ombre, opérer en impunité. Voyons comment il gère les projecteurs. Curtis attacha la documentation de Christine à l'email, photos, tableur, enregistrements. À la seconde où ça devient public, chaque vanne de nouvelles de l'État sera garée dehors sa maison. Chaque victime saura qu'elle n'est pas seule. Chaque complice commencera à chercher des stratégies de sortie. Et Ford viendra après vous avec tout ce qu'il a. Je compte là-dessus. Curtis, envoyez. La réponse fut immédiate. En minutes, son téléphone commença à vibrer avec des notifications. Organisation de nouvelles confirmant réception, journalistes demandant des interviews, réseaux sociaux s'allumant avec le hashtag Ford Trafficking. Au moment où Christine était en position au domaine de Ford, l'histoire trenda déjà nationalement. Curtis regardait par le flux de surveillance. Woodruff avait piraté les caméras de sécurité de Ford. Christine se déplaçait dans la cuisine avec une aisance exercée. Juste une autre serveuse dans une mer de personnel uniformé. Elle trouva Andrea près de la zone de préparation arrière, parla brièvement, puis les 2 femmes disparurent dans un couloir de service. Contact établi. Woodruff confirma, l'équipe d'extraction se met en position. Curtis retint son souffle, regardant le timer. 60 secondes, c'est le temps dont Christine avait besoin pour sortir Andrea du point aveugle des caméras. 60 secondes pour que l'équipe d'extraction atteigne le périmètre. 45 secondes. Ford apparut dans le flux caméra, marchant à grands pas dans son bureau, son téléphone pressé à l'oreille, son visage tordu de rage. Il voyait la couverture médiatique, regardant son empire soigneux s'effondrer en temps réel. 30 secondes, les gardes de sécurité se déplacèrent dans la maison maintenant, plus alertes, vérifiant portes et fenêtres. Ford avait-il ordonné un verrouillage ? Les doigts de Curtis se serrèrent sur son téléphone. 15 secondes. La porte de service s'ouvrit et 2 figures émergèrent. Christine soutenant Andrea, les 2 se déplaçant vite vers la ligne des arbres où l'équipe d'extraction attendait. 5 secondes. Un cri de quelque part dans la maison. Quelqu'un avait remarqué 0. Christine et Andrea disparurent dans les ombres et Curtis perdit le visuel. Nous les avons. La voix de Woodruff grésilla avec soulagement. Les 2 cibles sécurisées, en route vers emplacement secondaire. Curtis exhala, mais la tension ne partit pas. Ford savait que quelque chose s'était passé. Peut-être pas quoi, mais assez pour être dangereux. À l'écran, le maire hurlait à son équipe de sécurité, pointant vers les sorties, son sang-froid complètement brisé. Le téléphone de Curtis sonna. Numéro inconnu. Il répondit quand même. « Vous venez de faire une erreur fatale. » La voix de Ford était froide. Contrôlez de nouveau, ce qui était d'une certaine façon plus effrayant que la rage. « Vous pensez avoir gagné parce que vous avez sauvé une fille ? Une ? J'en ai des douzaines dans plusieurs États. Et chacune d'elles souffrira à cause de ce que vous avez fait ce soir. Alors je suppose que je vais devoir les sauver aussi. Vous ne pouvez pas. Vous êtes un homme seul, et j'ai toute une infrastructure construite sur des décennies. La police regardera ailleurs, les juges rejetteront les charges, les acheteurs ne témoigneront jamais parce qu'ils sont aussi impliqués que moi. Le rire de Ford fut dur. Votre petite exposition sera oubliée dans 1 semaine. Il y aura une enquête, bien sûr. Elle ne trouvera rien parce que j'ai prévu ça. J'ai préparé exactement ce scénario. Avez-vous prévu que Preston Massey retourne sa veste contre vous ? Parce qu'il vient de contacter le FBI des Caïmans. Il offre de témoigner en échange d'immunité. Silence. Puis vous mentez ? Le suis-je ? Votre associé en affaires ? L'homme qui gère vos finances et vos acheteurs. Il négocie un accord en ce moment, donnant nom, dates, enregistrement de transactions, tout.
Curtis improvisait maintenant, mais ça semblait juste de ça. Semblait le move logique. Les hommes comme Massey, ils n'ont pas de loyauté, ils ont de l'intérêt personnel, et en ce moment, son intérêt personnel est de se sauver lui-même. Preston ne le ferait jamais. Il l'a déjà fait. Vérifiez vos comptes offshore. Forward, vérifiez vos données sécurisées. Voyez si vous avez encore accès. Curtis attendit, entendant le son de la frappe au clavier en fond. Rien, c'est parce que Massey vous a verrouillé dehors. À tout prix, et maintenant il l'utilise pour acheter sa liberté. Plus de silence. Plus long cette fois, quand Ford parla de nouveau, sa voix trembla légèrement. Qui êtes-vous vraiment? Vous n'êtes pas juste un agent à la retraite? Vous êtes trop bon à ça, trop préparé. Je suis quelqu'un qui a été exactement où vous êtes maintenant, perdant le contrôle, regardant tout s'effondrer, réalisant que le pouvoir que vous pensiez avoir était toujours temporaire. Curtis garda un ton égal, presque sympathique. La différence est que je me battais pour quelque chose qui comptait. Vous nourrissiez juste votre propre avidité. Ce n'est pas fini. J'ai encore des ressources, des connexions. Non, vous n'en avez pas. D'ici demain matin, chaque personne dans votre réseau recevra des assignations fédérales. Chaque compte sera gelé, chaque propriété sera fouillée, et chaque victime aura une chance de raconter son histoire. Curtis se leva, arpentant la petite pièce. C'est fini, Ford. La seule question restante est si vous coopérez et obtenez peut-être une sentence réduite, ou si vous combattez et passez le reste de votre vie dans une installation supermax. La respiration de Ford était devenue audible, rapide et superficielle. Je veux une rencontre, juste vous et moi, pas de feds, pas de surveillance. Je vous dirai tout, norms, emplacements. Toute l'opération, pourquoi feriez-vous ça? Parce que peut-être si je coopère, si je vous donne tout, je peux encore sauver quelque chose, encore protéger. Ford se coupa. Rencontrez-moi à l'ancienne usine textile sur la route 9, demain à l'aube. Venez seul. La ligne se coupa. Curtis fixa son téléphone, l'esprit en ébullition. C'était un piège, évidemment. Ford voulait le tuer, éliminer le témoin principal, créer le chaos qui pourrait ralentir l'enquête, mais c'était aussi une opportunité de tirer Ford hors de son domaine protégé, de l'avoir enregistré faisant des admissions, de mettre fin à ça personnellement. N'y pensez même pas. Woodruff avait écouté tout l'appel, c'est du manuel, il aura une équipe en attente. À la seconde où vous vous montrez, vous êtes mort. Sauf si nous avons une plus grande équipe, Curtis planifiait déjà, Ford pense que je suis isolé, pense que j'opère seul. Laissez-le croire ça. Mais nous bourrons l'usine de nos gens, transformons son embuscade en nôtre. Trop risqué. Nous avons déjà assez pour l'inculper, les menaces s'enregistrer, le témoignage d'Andrea, la documentation de Christine. Ce n'est plus sur les preuves. Curtis marcha à la fenêtre, regardant l'horizon de Richmond. C'est sur s'assurer que Ford ne peut pas opérer son réseau de l'intérieur de la prison, ne peut pas appeler des faveurs pour réduire sa sentence, ne peut pas intimider les témoins. Nous avons besoin qu'il soit complètement exposé, complètement vulnérable, et pour ça, nous avons besoin qu'il nous montre tout. Woodruff fut silencieux un long moment. Vous pensez vraiment qu'il marchera dedans? Il est désespéré. Les gens désespérés prennent de mauvaises décisions. Curtis sortit son équipement tactique du placard, le gilet qui lui avait sauvé la vie dans 3 pays différents, les armes qu'il avait espéré ne plus jamais utiliser. En plus, l'arrogance de Ford est terminale. Il pense être plus intelligent que moi, il pense que son piège marchera. Laissez-le croire ça jusqu'au moment où nous le faisons tomber. D'accord, mais nous faisons ça à ma façon. Équipe complète, surveillance complète, protocole d'extraction en place. À la seconde où ça dérape, ça ne dérapera pas, dit Curtis avec une certitude qu'il ne ressentait pas tout à fait sain, parce que cette fois, Ford ne sait pas ce qui l'attend. Pour une fois, c'est lui qui marche dans le piège. L'aube vint froide et grise sur l'ancienne usine textile, le brouillard roulant de la rivière et enveloppant le bâtiment abandonné dans une brume spectrale. Curtis arriva 30 minutes en avance, garant son pick-up à 400 mètres et approchant à pied, chaque sens alerte pour l'embuscade qu'il savait venir. L'usine était fermée depuis 15 ans, une relique des emplois manufacturiers qui avaient fui outre-mer, laissant derrière seulement des bâtiments vides et un désespoir économique. Endroit parfait pour que Ford choisisse. Isolé, délabré, pas de témoins à des kilomètres. Curtis compta au moins 4 positions où les gens de Ford pouvaient se cacher. Fenêtre du 2e étage, le quai de chargement. Derrière l'équipement rouillé, il se déplaça prudemment, les laissant le voir approcher, jouant le rôle de l'opérateur prudent mais finalement naïf qui pensait pouvoir gérer ça seul.
Son oreillette grésilla doucement. Woodruff. Nous avons visuel sur 6 hostiles. Tous armés. La Mercedes de Ford vient d'arriver à l'entrée nord. Copié. Curtis continua, main visible, ne montrant pas d'armes. Il entra par la porte principale, bottes craquant sur le verre brisé et les débris. Franklin Ford se tenait au centre du vieux sol d'usine, portant des vêtements décontractés maintenant, au lieu de son costume habituel, paraissant plus vieux et plus petit dans la lumière tamisée, mais ses yeux étaient toujours froids, toujours calculateurs. « Vous êtes venu, » dit Ford. « Je n'étais pas sûr que vous le feriez. Vous avez dit que vous me diriez tout. Noms, emplacements, le réseau complet. » Curtis s'arrêta à 6 mètres. « Maintenant la distance, j'écoute. D'abord, j'ai besoin d'assurance. Protection des témoins pour moi. Immunité contre les poursuites. Vous n'aurez pas l'immunité, pas après ce que vous avez fait. » L'expression de Ford se durcit. « Alors pourquoi suis-je ici? Pourquoi êtes-vous ici? Parce que vous vouliez une dernière chance de vous sentir puissant, de contrôler la situation, de prouver que vous êtes plus intelligent que tout le monde ?» Curtis balaya la pièce du regard, notant les ombres où les gens de Ford se cachaient. « Mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'avez jamais été. Vous n'êtes qu'un prédateur de petite envergure qui a trouvé un système à exploiter. Attention, la voix de Ford baissa. Vous êtes entouré de mes hommes. Un mot de moi, et ils mourront avant de finir de viser leurs armes. » Curtis sourit. « Vous pensez vraiment que je suis venu seul? Vous pensez vraiment que la CIA enverrait un opérateur dans un piège évident sans renfort? » Sur signal, des points laser rouges apparurent sur la poitrine de Ford. Équipe de snipers de plusieurs angles, tous verrouillés sur la cible, les opérateurs tactiques de Woodruff émergèrent de positions cachées, armes pointées sur les 6 hommes que Ford avait amenés. « Lâchez vos armes !» L'ordre résonna à travers l'usine vide. « Agents fédéraux, lâchez vos armes maintenant !» Le silence qui suivit fut absolu. Curtis observa le visage de Ford alors que la réalisation se faisait. Il avait été joué, surpassé, piégé dans son propre piège. Les mains du maire tremblèrent alors qu'il les leva lentement. « Espèce de salaud !» murmura Ford. « Salaud manipulateur. Appris des meilleurs, » dit Curtis. « Sauf que j'ai appris à utiliser ces compétences pour autre chose que exploiter les vulnérables. » Les hommes de Ford se rendirent de vite, sécurité entraînée, mais pas assez pour affronter des opérateurs tactiques fédéraux. Ils furent menottés et emmenés, laissant Ford seul avec Curtis et Woodruff, qui étaient émergés des ombres. « Franklin Ford, » dit Woodruff, « vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'êtres humains, enlèvement, complot pour meurtre, corruption de fonctionnaires publics, et environ 40 autres chefs d'accusation que nous ajouterons une fois l'évidence traitée. Je veux mon avocat, vous aurez votre avocat, vous aurez votre jour au tribunal, vous aurez la procédure due. » Woodruff hocha la tête à 2 agents qui s'avancèrent avec des menottes, mais ce que vous n'aurez pas, c'est la chance de blesser quiconque d'autre. Ça s'arrête maintenant. Alors qu'il l'emmenait, il se tourna vers Curtis. Ça ne tiendra pas. J'ai des amis, de la protection. Vos amis se font arrêter en ce moment même. 37 raids simultanés à travers 5 États. Votre réseau est fini. Curtis s'approcha plus près, voix assez basse pour que seul Ford entende. Et chaque femme que vous avez blessée, chaque vie que vous avez détruite. Elles vont toutes vous affronter au tribunal, elles vont raconter leurs histoires, et vous allez passer le reste de votre vie à savoir que votre legs n'est pas le pouvoir ou le succès, c'est d'être remembered comme un prédateur qui se croyait au-dessus de la justice. Le visage de Ford se froissa, le dernier de son sang-froid se brisant, alors qu'il le traînait vers les véhicules en attente. Curtis sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Pas exactement de la satisfaction, mais un sens de l'équilibre restauré, des comptes réglés. « Bon travail », dit Woodruff. S'approchant, « Bien que vous m'ayez pris 10 ans de vie avec ce stunt, fallait le rendre convaincant ?» Curtis regarda Ford être chargé dans un véhicule de transport fédéral. « Et les victimes ?»« Andrea, les autres au domaine de Ford. Toutes sécurisées. Nous en avons trouvé 11 au total détenues dans diverses propriétés. Toutes reçoivent des soins médicaux et du counseling. Charlène et Lucy Reed sont en sécurité en protection des témoins. La documentation de Christine Fisher a fourni assez de preuves pour inculper 18 co-conspirateurs. Woodruff pausa. Et Preston Massey a vraiment retourné sa veste, a négocié un accord ce matin pour témoigner contre tous les impliqués. Alors c'est fini. Les arrestations le sont, les procès prendront des années. Mais oui, la menace immédiate est neutralisée. Woodruff étudia Curtis attentivement. La question est, que faites-vous maintenant ? Curtis se posait la même question 5 ans auparavant. Il avait quitté cette vie parce qu'elle avait coûté trop cher, pris trop, mais dans les dernières 48 heures,
Il s'était rappelé pourquoi il avait rejoint au départ, pas pour l'adrénaline ou le pouvoir, mais parce que certaines choses valaient la peine de se battre, valaient de risquer tout pour arrêter. « Je ne sais pas », admit-il, « je ne suis pas sûr de pouvoir revenir à être ordinaire après ça. » Bien, Woodruff sortit une carte de visite parce que j'ai environ 50 cas similaires qui ont besoin de quelqu'un avec votre compétence spécifique. Réseau de trafic d'êtres humains. Officiels corrompus, criminels qui se cachent derrière une protection institutionnelle. Quelqu'un doit les abattre et je pense que vous êtes parfait pour le job. Curtis prit la carte, la tournant dans ses mains. Ça signifierait abandonner la vie tranquille, l'anonymat paisible. Ça signifierait plonger de nouveau dans l'obscurité, affronter le mal, vivre avec le poids de choix difficiles. Mais ça signifierait aussi que Lucy Burke pourrait grandir en sécurité, Charlene Reed pourrait reconstruire sa vie. Des femmes comme Andrea Hanna et Christine Fisher pourraient bien savoir que quelqu'un se battait pour elles, que des prédateurs comme Franklin Ford affronteraient la justice. « Je vais y réfléchir », dit Curtis. Woodruff sourit. « C'est tout ce que je demande. Bien que quelque chose me dise que je sais ce que vous déciderez, il avait probablement raison. » 6 semaines plus tard, Curtis Maher était assis dans un tribunal fédéral, regardant Franklin Ford entrer en orange de prison, poignets et chevilles enchaînées. Le maire, ancien maire maintenant, avait vieilli dramatiquement, son apparence soigneusement entretenue, remplacée par une barbe grise et des yeux enfoncés. La salle d'audience était bondée, les victimes assises au premier rang, femmes qui avaient souffert sous l'opération de Ford, familles qui avaient perdu des proches. Avocats qui avaient essayé pendant des années de l'arrêter, la presse remplissait l'arrière, caméra braquée sur chaque moment. Quand Charlene Reed prit la barre, Curtis sentit sa gorge se serrer. Elle était plus forte maintenant, 6 semaines de thérapie et de sécurité aidant à guérir une partie du trauma. Lucy était assise dans la galerie avec un avocat des victimes. Portant une nouvelle robe, ses cheveux brossés et nets, le témoignage de Charlene fut dévastateur, clair, détaillé, impossible à réfuter. Elle décrivit l'enlèvement, les coups, les menaces, la terreur d'être piégée dans le van de Ford. Elle décrivit voir Curtis se planter devant le véhicule, refusant de bouger, faisant un choix qui avait sauvé sa vie. Quand l'avocat de Ford essaya de la discréditer, suggérant qu'elle avait été une participante volontaire dans une sorte d'arrangement d'emploi, Charlene regarda directement Ford et dit « Jure-les à l'aide. Ma fille pleurait et votre client a ri. Il a ri et a dit que personne ne croirait une serveuse plutôt qu'un maire. » L'expression du jury dit tout sur comment ce témoignage atterrit. Andrea Hanna témoigna ensuite, décrivant 8 mois de captivité déguisée en emploi légitime. Les autres victimes suivirent l'une après l'autre, leurs histoires construisant un portrait de cruauté systématique, de vie détruite pour le profit et le pouvoir. Quand ce fut le tour de Curtis à la barre, le procureur lui demanda de décrire le moment sur le parking quand il avait d'abord rencontré Lucy Burke. Elle a attrapé ma main, dit Curtis, le souvenir encore vif, et elle a dit « S'il vous plaît, ces hommes ont fait du mal à ma maman. C'était juste une petite fille demandant de l'aide. Je ne pouvais pas m'en aller. Pourquoi pas? Vous aviez quitté le service gouvernemental? Ce n'était plus votre boulot. » Curtis regarda Ford, puis Lucy dans la galerie, parce que certaines choses transcendent les descriptions de poste. Certaines choses, soit vous les défendez, soit vous devenez complice par votre silence. Franklin Ford a bâti un empire sur l'assomption que les gens décents détourneraient les yeux, choisiraient le confort plutôt que le courage. J'ai décidé de ne pas être un de ces gens. Le procès dura 4 semaines. Le jury délibéra pendant 3 heures, coupable sur tous les chefs, à la sentence. Le juge donna à Ford 45 ans sans possibilité de libération conditionnelle. « Vous avez utilisé votre position de confiance publique pour commettre des crimes innommables, » dit le juge. « Vous avez trahi tous ceux qui croyaient en vous, blessé les plus vulnérables. » Et n'avait montré aucun remords, même confronté aux conséquences de vos actions. Cette cour ne voit aucune raison pour la clémence. Ford fut emmené sans regarder en arrière, et Curtis sentit la satisfaction qu'il cherchait. Pas de vengeance, mais de la justice, le genre de justice qui protégeait les futures victimes, qui envoyait un message aux autres prédateurs se cachant derrière la respectabilité, qui disait aux survivants qu'ils comptaient « dehors le palais de justice ». Curtis trouva Charlene et Lucy attendant. « Je voulais vous remercier, » dit Charlene. « Pour tout ? Pour nous avoir cru. Pour ne pas être partis. Vous avez été incroyablement courageuse, » dit Curtis. Toutes les deux, Lucy leva les yeux vers lui avec des yeux clairs maintenant, plus ombragés par la peur. « Allez-vous aider plus de gens comme vous nous avez aidés ?» Curtis pensa à l'offre de Woodruff.
aux 50 cas similaires, au choix entre l'obscurité paisible et une vie passée à combattre des monstres? Oui, dit-il. Je pense que oui. Lucie sourit et le serra soudainement. Farouchement, quand elle recula, elle dit « Bien, les mauvaises personnes devraient avoir peur de vous. » Curtis les regarda s'éloigner, mère et fille, main dans la main, se dirigeant vers un avenir plus défini par le trauma et la peur. Il pensa à Damas, au coup de la violence et au poids des choix difficiles. Il pensa à Franklin Ford pourrissant dans une cellule, son réseau démantelé, ses victimes libres, et il pensa à toutes les autres femmes encore piégées dans des systèmes comme celui de Ford. Attendant que quelqu'un se lève, refuse de partir, choisisse le courage plutôt que le confort, Curtis sortit son téléphone et composa le numéro de Woodruff. « J'en suis… » dit-il quand le directeur répondit « Envoyez-moi le prochain cas, parce que certaines choses valaient la peine de se battre. Certaines batailles vous choisissez, que vous le vouliez ou non, et parfois, la seule façon de vivre avec soi-même était de s'assurer que quand une petite fille a attrapé votre main et demandé de l'aide, vous étiez le genre de personne qui répondait toujours « C'est ici que notre histoire se termine. » Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai